44 tonnes d'acier en plein défilé. C'est l'image classique du char T-72. Vous avez vu ces images de combat où la tourelle s'envole vers le ciel après un impact. L'équipage n'a aucune chance. Mais que vaut vraiment cette machine de guerre sur le terrain? À première vue, un monstre de puissance, mais en réalité, un cercueil d'acier. Pourquoi ce char est-il devenu la signature des conflits modernes? La réponse est dans sa conception. Nous allons analyser les deux faces de la médaille. Des récits de combat, des caractéristiques techniques et les conséquences atroces pour les tankistes quand le blindage cède. Des détails que vous n'avez jamais entendus ailleurs. Sur les images d'archives, on observe le canon de 125 mm crache du feu. Mais à l'intérieur, l'espace est réduit. L'odeur d'huile et de métal chaud est constante. Le bruit du moteur diesel de 780 chevaux couvre tout. Ce n'est pas qu'une machine de guerre. C'est un environnement hostile pour les 3 hommes à bord. L'erreur était interdite. Un seul projectile bien placé transforme le réservoir de munitions en bombe artisanale. Le mécanisme de chargement automatique se trouve juste sous les sièges. En cas de pénétration, l'explosion est instantanée. La tourelle est projetée à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Les corps sont vaporisés sous l'effet de la chaleur. Les faits sont là. Vous allez découvrir les secrets de fabrication et les failles fatales de ce blindé soviétique. À la fin, vous serez le seul juge. Est-ce un bon ou un mauvais char? Oseriez-vous un jour prendre place dans ce compartiment étroit? Les événements ont commencé dans les années 70. L'histoire s'est accélérée dans les sables du Moyen-Orient et les plaines d'Europe de l'Est. Reprenons tout depuis le début. 22 000 unités produites, 40 pays utilisateurs. Le char T-72 n'est pas une pièce de musée. C'est une machine de guerre qui s'impose encore sur les lignes de front du monde entier. Pourquoi ce char est-il devenu la norme absolue? La réponse tient en un mot: nécessité. Mais la réalité est plus complexe. Aujourd'hui, les images s'accumulent en provenance d'Ukraine. On voit le T-72 brûler ou progresser dans la boue. Il équipe les deux camps. Les carcasses calcinées jonchent les routes de l'Est. Mais pour comprendre cette omniprésence, il faut remonter à la source. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le paysage technologique change radicalement. Les Soviétiques disposent d'un inventaire massif et désordonné. Des chars moyens, des chars lourds, de l'artillerie automotrice. Le chaos logistique est total. Le pilier de l'époque est le célèbre T-34, une machine de légende construite pour l'urgence du combat. Mais les ingénieurs font un constat brutal. Le T-34 est une solution temporaire. Sa plateforme est à bout de souffle. Impossible de l'adapter aux exigences de la guerre moderne. Le Kremlin s'engage alors dans une lutte bureaucratique intense. Des projets s'affrontent, des prototypes sont abandonnés. Les dossiers s'empilent dans les bureaux du ministère de la Défense. La réponse immédiate arrive avec les séries T-54 et T-55. Le résultat est vertigineux. On compte environ 100 000 unités produites. C'est le char le plus fabriqué de l'histoire de l'humanité. Mais ce n'était que le début. À première vue, une simple évolution. Mais en réalité, une rupture technologique majeure. Le véritable choc survient avec le T-64. Sur les plans de l'époque, on voit un design ultra compact. Les Soviétiques intègrent un canon lisse de 125 mm dans un châssis réduit au minimum. C'est une révolution. Le monde observe avec stupeur. Le T-64 introduit un blindage composite révolutionnaire et un chargeur automatique. Plus besoin de chargeur humain. Le gain de place est massif. La silhouette devient plus basse, plus difficile à cibler. La situation s'accélère. L'ingénierie soviétique vient de poser les bases d'un standard qui allait dominer les champs de bataille pour les 50 prochaines années. 1973. C'est l'année où le paysage blindé mondial a basculé. À l'origine, les ingénieurs soviétiques parient sur la haute technologie brute. Le projet est ambitieux, mais le résultat est fragile. Les premiers modèles souffrent de pannes constantes. La technologie est trop complexe, trop instable. L'état-major de l'armée rouge se divise. Pourquoi construire un char si sophistiqué? Pour fonctionner correctement, il exige des équipages d'élite et des techniciens spécialisés. Mais, en réalité, la doctrine soviétique repose sur la masse. En cas de Troisième Guerre mondiale, Moscou sait qu'elle devra envoyer des millions de conscrits au front. Ces soldats d'1 an n'ont pas le temps de maîtriser des systèmes électroniques fragiles. De plus, le coût de production s'envole. Les usines n'arrivent pas à suivre les cadences habituelles. Le Kremlin exige une solution intermédiaire. La consigne est claire, simplifier le concept moderne du T-64. Il faut un char robuste, fiable et facile à fabriquer à la chaîne. Les ingénieurs retirent les composants trop délicats.
Il renforce la mécanique. Il crée le prototype objet 172 Ural. Sur le terrain d'essai, les résultats sont immédiats. Le blindé encaisse les chocs et continue de rouler. La production démarre sous le nom de T-72. Pendant un temps, on l'appelle le modèle de mobilisation. Le plan initial est strict. En temps de paix, l'Union soviétique produit les T-64 et les futurs T-80 pour ses unités de garde. Le T-72, lui, doit rester en réserve. Il ne doit être construit massivement qu'en cas de conflit ouvert. Mais la stratégie change. Le marché international s'ouvre brusquement. Après des années de tensions militaires, les pays arabes réclament des blindés neufs. Ils ont besoin de puissance et de simplicité. Moscou sent l'opportunité commerciale et politique. Le T-72 passe d'un modèle de réserve à une production industrielle totale. À l'image, une silhouette basse écrasée sur le sol. Le T-72 ressemble à son prédécesseur, mais sa mécanique interne est différente. Il conserve le canon à Hamlis de 125 mm. Le système de chargement automatique est entièrement revu. Il est plus lent que l'original, mais il ne s'enraye plus. Sur la vidéo, on voit le mécanisme saisir l'obus et l'insérer dans la culasse en quelques secondes. Ce canon est alors le plus gros calibre opérationnel au monde. C'est une menace directe pour l'Ouest. Face à cette puissance de feu, les armées de l'OTAN réalisent l'obsolescence de leurs canons de 105 mm. Les généraux occidentaux lancent des programmes d'urgence pour moderniser leurs propres chars. La course aux armements vient de changer de rythme. L'erreur était interdite. Les soviétiques ont trouvé leur équilibre entre technologie et brutalité. Ainsi s'est imposée la légende du T-72. 3 hommes au lieu de 4. C'est le chiffre qui définit toute la conception du char soviétique. En supprimant le poste du chargeur humain, les ingénieurs ont tout changé. Le conducteur, le tireur et le chef de char occupent l'espace restant. Une machine remplace les bras de l'homme, le chargeur automatique. Pourquoi ce choix radical? Pour gagner de la place. Un humain a besoin d'espace pour rester debout, se déplacer et manipuler des obus lourds à l'intérieur de la tourelle. Le mécanisme automatique, lui, est compact. Il permet de réduire drastiquement le volume du blindé. En théorie, la cadence de tir devient constante et plus rapide. Le concept offre des avantages concrets. Le tank est plus léger, il devient une cible plus petite, donc plus difficile à toucher sur le champ de bataille. Moins de volume signifie que le blindage peut être concentré sur les zones vitales. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le T-72 pèse environ 40 tonnes. En face, un Abrams moderne atteint les 70 tonnes. À l'image, un colosse d'acier face à une machine profilée. Malgré cette différence de poids, le canon soviétique conserve une puissance de feu équivalente. Sur la route, le T-72 est rapide. Il atteint 70 km/h en pointe. Mais il possède un défaut majeur, presque absurde. Sa marche arrière est d'une lenteur extrême, 5 km/h seulement. Un homme qui court va plus vite que ce char qui tente de reculer. Le blindé possède une capacité spéciale, le franchissement subaquatique. On installe un tuba rangé derrière la tourelle pour permettre au moteur de respirer. Le char s'immerge totalement et roule sur le fond de l'eau jusqu'à 5 mètres de profondeur. Mais en réalité, c'est une manœuvre de haut risque. L'équipage doit suivre un entraînement spécifique et intensif. Sous l'eau, le moindre incident devient mortel. Si le moteur cale ou si une fuite apparaît, l'évacuation est presque impossible. La pression de l'eau bloque les écoutilles. Pour sortir, les soldats doivent attendre que l'habitacle se remplisse entièrement d'eau afin d'équilibrer la pression. C'est seulement à ce moment que les trappes peuvent s'ouvrir. Dans le noir, sous l'eau, le stress est total. Pour cette raison, cette fonction n'est quasiment jamais utilisée lors des combats réels. Le risque de perdre un équipage complet est trop élevé. Mais ce n'était qu'une partie de la stratégie. Système de protection nucléaire, biologique et chimique. C'est la fonction cachée de ce blindé. Le compartiment de combat peut être hermétiquement scellé. Comme pour le franchissement d'un cours d'eau, l'air ne passe plus que par des filtres spéciaux. L'objectif est clair, protéger l'équipage contre les radiations et les gaz. Mais il y a un problème majeur. Pour garantir l'étanchéité, un joint en caoutchouc gonflable bloque la base de la tourelle. Résultat, impossible de la faire pivoter. Le char devient une forteresse immobile. Sur le champ de bataille, cette fonction n'est presque jamais activée. Elle n'existera que le jour d'un conflit nucléaire total. On verra alors des chars traverser des zones radioactives pour achever les survivants. Revenons à la réalité technique. Le chargeur automatique fonctionne selon un mécanisme précis. Sous la tourelle se trouve un carrousel rotatif. Il contient 22 obus stockés en 2 parties. Le projectile d'un côté, la charge propulsive de l'autre.
Le système fait pivoter le carrousel pour aligner l'obus sélectionné. Le chargement s'effectue en 2 étapes automatiques, d'abord le projectile, ensuite la charge. Une fois le tir déclenché, la douille est éjectée par une petite trappe située à l'arrière du toit de la tourelle. Un nouvel obus peut être tiré environ toutes les 8 secondes. C'est une cadence solide. Un chargeur humain peut aller plus vite pour les premiers tirs s'il a ses munitions à portée de main, mais la différence se joue sur la durée. Un humain s'épuise vite. Après 5 tirs, il est entouré de douilles brûlantes et doit fouiller dans le stock pour trouver le bon type d'obus. Le chargeur automatique ne connaît pas la fatigue. En théorie, il maintient son cycle de 8 secondes du premier au 22e obus sans interruption. Le T-72 transporte aussi des munitions supplémentaires hors du carrousel. L'équipage peut réapprovisionner le système rotatif sans quitter la zone de combat. Le tireur choisit son type d'obus, explosif à fragmentation pour l'infanterie, flèche anti-blindage ou charge creuse pour les chars ennemis. En cas de panne mécanique, l'équipage peut actionner le mécanisme à la main. Mais dans ce cas, la cadence chute, 2 tirs par minute au maximum. Pourtant, cette innovation est devenue le point faible du char. C'est son talon d'Achille. Les munitions sont stockées sans aucune protection blindée interne. Le danger réel vient surtout des 20 obus supplémentaires rangés partout où il reste de la place dans l'habitacle. Si un projectile perce le blindage, la chaleur et les étincelles atteignent les charges propulsives. Ce sont les composants les plus inflammables. En une fraction de seconde, une réaction en chaîne se déclenche. Les explosions internes se succèdent. Pour l'équipage, l'issue est fatale. La mort est instantanée et brutale. Côté armement secondaire, le véhicule reste simple. Pas d'équipement complexe en dehors du canon principal. Il dispose d'une mitrailleuse de type P, une mitrailleuse coaxiale PKT et une mitrailleuse lourde DSHK sur le toit de la tourelle. C'est l'armement secondaire du T-72. Pour le commandant, c'est l'outil de défense rapproché. Mais l'espace à l'intérieur est un problème majeur. Pourquoi les équipages occidentaux redoutaient-ils de monter à bord? La réponse est simple, l'espace est inexistant. À l'image, un intérieur saturé d'acier et de câbles. Le tireur et le commandant sont littéralement écrasés entre la culasse massive du canon et les parois blindées de la tourelle. Il est impossible de se retourner. Chaque mouvement est calculé au millimètre. Une fois les écoutilles verrouillées, la visibilité chute drastiquement. On ne voit plus rien, ou presque. Les optiques sont étroites. Le sentiment de claustrophobie est immédiat. Le règlement est strict. Pour servir dans un T-72, un tankiste russe ne doit pas dépasser 1,75 m. Même à cette taille, le confort est nul. Les genoux touchent le métal froid. Les épaules frottent contre les munitions. Mais qu'est-ce que ce monstre d'acier valait réellement sur le terrain? Le baptême du feu n'a pas eu lieu sous bannière soviétique. C'est l'armée syrienne qui l'utilise en premier contre les forces israéliennes au Liban, dans les années 1980. Peu après, l'Irak déploie ses nouveaux blindés durant la guerre contre l'Iran. C'est le premier conflit à grande échelle pour le T-72. À première vue, une machine invincible, mais en réalité, un outil mal utilisé. Il faut préciser un point crucial. Les modèles envoyés au Moyen-Orient étaient des versions d'exportation. Les systèmes de visée et le blindage étaient simplifiés par rapport aux modèles réservés à l'armée rouge. Les équipages manquaient cruellement d'entraînement. Ils avançaient seuls, sans couverture d'infanterie et sans coordination radio. Le résultat est immédiat. Les performances sont décevantes. Sur les photos de l'époque, on voit des carcasses fumantes dans le désert. Les services de renseignement occidentaux tirent une conclusion rapide. Le T-72 est surcoté. Ils commencent à sous-estimer la menace. C'était une erreur de calcul majeure, car malgré ses défauts, le canon de 125 mm restait une arme redoutable. À l'impact, il pouvait pulvériser n'importe quel char de l'OTAN de cette époque. Le danger était réel. Les événements se sont accélérés. L'histoire allait prouver que ce char n'avait pas encore dit son dernier mot. 1994. La chute de l'Union soviétique a laissé des plaies ouvertes. La Tchétchénie déclare son indépendance. Moscou refuse la sécession. Les négociations échouent. Le Kremlin décide d'utiliser la force brute pour reprendre le contrôle du territoire. L'objectif est clair, frapper fort pour marquer les esprits. Comment s'emparer d'une capitale rebelle en une seule nuit? La réponse de l'état-major tient en un mot, les blindés. Le 31 décembre 1994, c'est le réveillon du Nouvel An. Alors que le monde fête la nouvelle année, Grozny s'apprête à brûler. L'artillerie lourde et les lance-roquettes multiples pilonnent la ville. Des quartiers entiers s'effondrent. Les pertes civiles sont massives. Puis, le silence revient.
Les colonnes de chars se mettent en mouvement. Des T-72 et des T-80 flambant neufs entrent dans la cité. Ce sont les fleurons de l'industrie militaire russe. Ils sont accompagnés de véhicules de combat d'infanterie BMP. À l'image, de longues files de métal qui progressent dans des rues jonchées de décombres. Les ordres sont directs. Les troupes doivent foncer vers le centre-ville. Elles doivent sécuriser la gare ferroviaire et le palais présidentiel. C'est là que toutes les unités doivent faire leur jonction. Mais il y a un problème majeur. À l'intérieur des blindés, les équipages ne sont pas des vétérans, ce sont de jeunes conscrits de 18 ans. Beaucoup ne savent même pas où ils se trouvent. Ils ignorent tout de la mission et de l'ennemi qui les attend. Les blindés s'entassent sur les places bombardées. Ils sont entourés d'immeubles de grande hauteur. C'est un piège parfait. Les combattantes tchétchènes sont là, tapis dans l'ombre. Ils sont motivés. Ils connaissent chaque recoin de leur ville. À première vue, une parade militaire victorieuse, mais en réalité, une marche vers l'abattoir. Les équipes de combattants tchétchènes se déploient. Ils occupent les sous-sols et les derniers étages des immeubles. Ils créent des zones de tir croisées. Ils laissent passer les premiers véhicules de la colonne. Puis, le signal est donné. Les RPG-7 entrent en action. Ces lance-roquettes sont vieux et bon marché, mais redoutables à courte portée. Ils détruisent le premier et le dernier véhicule de la colonne. Le résultat est immédiat. Les blindés restants sont bloqués. Ils sont pris au piège entre des carcasses en feu. Il n'y a aucun couvert. Les snipers et les mitrailleuses ouvrent le feu depuis les hauteurs. C'est une pluie de plomb qui s'abat sur les soldats russes. La situation devient critique. Les chars sont frappés sous tous les angles. Les roquettes visent le sommet des tourelles, là où le blindage est le plus fin. Un défaut technique scelle le destin des équipages. Les canons des chars russes ne peuvent pas se lever assez haut. Ils sont incapables de riposter vers les toits des immeubles à une distance aussi courte. Les soldats sont aveugles et impuissants. Mais ce n'était que le début du massacre. La bataille fait rage pendant 48 heures. Le bilan est catastrophique. Sur les 120 véhicules blindés engagés dans le secteur, plus de 100 sont pulvérisés. Sur les 1000 soldats qui ont pénétré dans la ville, plus de 800 sont morts ou blessés. La 131e brigade russe est rayée de la carte. Elle n'existe plus. Les unités de renfort tentent d'intervenir. Elles tombent dans des embuscades avant même d'atteindre le centre-ville. Les pertes s'accumulent. Les rues de Grozny deviennent un cimetière de métal. On voit sur les photos de l'époque des dizaines de carcasses de T-72 calcinées. Les tourelles ont été arrachées par les explosions internes et gisent au milieu de la route. Le monde découvre avec stupeur la réalité du combat urbain moderne. Ainsi s'est achevé le réveillon sanglant de Grozny. 500 000 $. C'était le prix d'un char T-72. Mais face à lui, un simple RPG-7 bon marché suffisait pour tout détruire. Cette arme rudimentaire projetait une charge creuse capable de percer le blindage le plus épais. Aujourd'hui encore, ces têtes explosives restent une menace mortelle pour tous les blindés du monde. Pourquoi les Russes ont-ils changé de stratégie? La catastrophe de Grozny avait servi de leçon. Pour la seconde guerre de Tchétchénie, l'état-major a revu ses plans. Fini les colonnes envoyées à l'abattoir sans préparation. Avant de faire bouger un seul chenil vers la ville, l'artillerie a pilonné les positions ennemies. Un bombardement massif et systématique. Les chars n'avançaient plus seuls dans les rues étroites. Ils progressaient lentement, mètre par mètre. L'infanterie marchait aux côtés des blindés pour neutraliser les tireurs embusqués. À l'image, des blocs de métal rectangulaires recouvrent la carcasse des chars. Ce sont les modules de blindage réactif explosif Contact 1. Le principe est simple. Quand une roquette frappe le bloc, celui-ci explose vers l'extérieur pour dévier le jet de plasma. Contre les vieux RPG-7, le système fonctionne, mais la technologie évolue vite. Les insurgés ont commencé à utiliser des charges tandem. Une première explosion détruit le blindage réactif, la seconde perce la coque. Le résultat est identique. La tourelle du T-72 est projetée à plusieurs mètres de hauteur par l'explosion des munitions internes. Malgré ces pertes, les tactiques prudentes ont permis de limiter la casse par rapport au premier conflit. À première vue, le T-72 semblait modernisé, mais en réalité, il restait prisonnier d'une conception datant de la Seconde Guerre mondiale. Après la Tchétchénie, la Russie a lancé de nouveaux programmes d'amélioration. On a changé les systèmes de visée et renforcé les briques explosives. Le char devait rester pertinent sur le champ de bataille moderne, mais la structure de base n'avait pas bougé. L'erreur était interdite, mais elle s'est répétée. 2011. La guerre civile éclate en Syrie. Les T-72 se retrouvent à nouveau engagés dans des combats urbains féroces.
C'est ici que les systèmes antichars occidentaux ont montré leur puissance réelle. Des missiles guidés sophistiqués, les ATGM, sont entrés en scène. On voit sur les enregistrements, un missile frappe un char à plus d'1 kilomètre de distance. Un seul impact suffit. Les briques de blindage et les grilles de protection soudées à la hâte ne servent à rien. Le T-72, vieux de 40 ans, se transforme instantanément en un brasier de métal. Le tribunal du champ de bataille a rendu son verdict. Aucun blindage ajouté ne pouvait compenser une conception dépassée. Ainsi s'est achevée l'illusion de l'invulnérabilité. 24 février 2022. Le conflit en Ukraine éclate et remet en question une certitude militaire vieille de plusieurs décennies. Le char d'assaut est-il devenu une cible facile sur le champ de bataille moderne? Le T-72 apporte une réponse sanglante. Pourquoi ce blindé soviétique échoue-t-il si lourdement? À première vue, une forteresse d'acier imprenable. Mais en réalité, un cercueil roulant face aux technologies actuelles. Les systèmes antichars de dernière génération comme le Javelin ou le NLAW frappent par le haut, là où le blindage est le plus fin. Mais le véritable cauchemar vient du ciel. Des drones bon marché et jetables. Ces engins transportent des têtes chercheuses de RPG et visent sur les points faibles avec une précision chirurgicale. À l'image, un drone à $500 fonce droit sur la grille d'aération d'un monstre de 40 tonnes. L'impact est immédiat. La panique gagne les équipages. Les soldats russes bricolent des structures artisanales sur les tourelles. On appelle cela des cages de protection ou cope cage. Ils soudent des gristes métalliques et empilent des sacs de sable. Tout est bon pour espérer dévier un projectile. Le résultat est nul. Les T-72 continuent de voler en éclats sur tout le front. Le monde entier découvre alors l'effet Jack in the Box. En cas d'impact, les munitions stockées dans la carlingue explosent simultanément. La tourelle de 12 tonnes est projetée à plusieurs mètres de hauteur dans une colonne de feu. Sur les vidéos de surveillance, on ne voit que des carcasses calcinées. Pourtant, les experts restent divisés. Aucun autre véhicule ne peut transporter un canon de 125 mm directement au cœur du combat. Le char reste le seul soutien réel pour l'infanterie sous le feu ennemi. Mais le calcul économique devient intenable. Un missile à quelques milliers de dollars détruit un char qui en coûte des millions. L'écart est trop grand. Sans une protection radicalement nouvelle, le blindé lourd perd sa place dans la chaîne alimentaire militaire. Pour survivre, il doit désormais avancer sous une couverture aérienne constante et un soutien d'infanterie massif. Le temps presse pour les concepteurs. La menace évolue plus vite que le blindage. L'histoire se souvient pourtant d'une époque différente. Lors de précédents conflits, le T-72 dominait encore ses rivaux. Il avait réussi à pulvériser des M60 Patton américains et des Chieftains britanniques. Mais cette époque est révolue. Aujourd'hui, le bruit d'un petit moteur électrique dans le ciel suffit à faire trembler les meilleurs équipages. L'acier ne suffit plus. Ainsi s'achève l'ère de l'invincibilité absolue du blindé lourd. Les années 1990 commencent. C'est le début de la période la plus sombre pour le T-72 et ses équipages. Plusieurs conflits violents approchent. Dans ces guerres, le char ne sera plus un atout, mais un fardeau mortel. Pourquoi ce blindé est-il devenu une cible facile? La réponse se trouve dans le sable du Koweït. Mais ce n'était que le premier acte du désastre. Janvier 1991. L'opération Tempête du désert commence. Les T-72 irakiens sont des versions dégradées fournies par l'Union soviétique. À l'intérieur, les équipages manquent cruellement d'entraînement. Face à eux, l'armée américaine aligne ses technologies les plus récentes. Les unités blindées des États-Unis avancent en formation serrée. Elles travaillent en coordination directe avec l'armée de l'air. Les chars Abrams et les véhicules Bradley dominent le terrain. Ils sont équipés de caméras thermiques, de vision nocturne et de télémètres laser de haute précision. À l'image, une tempête de sable massive recouvre le désert. La visibilité est nulle pour les Irakiens, mais les Américains voient tout. Leurs optiques perçoivent la poussière et l'obscurité. Ils repèrent donc les signatures thermiques des moteurs russes à plusieurs kilomètres de distance. Les tirs commencent. Les missiles TO des Bradley frappent avec une précision chirurgicale. Les chars Abrams utilisent leurs canons de 120 mm chargés d'obus flèches à haute vélocité. L'acier du T-72 est transpercé de part en part. Le blindage soviétique ne résiste pas. Les chars explosent avant même que les Irakiens ne puissent identifier la menace. Pour les équipages, c'est un carnage systématique. En quelques jours, des centaines de carcasses calcinées jonchent les routes de la retraite. À première vue, le T-72 était une machine de guerre redoutable. Mais en réalité, il n'était qu'une cible statique dans le désert.
Cette opération transforme l'image du char en une véritable plaisanterie technique. L'opinion mondiale observe les tourelles arrachées par les explosions internes. Pourtant, le pire reste à venir. Le T-72 s'apprête à affronter des armes anti-chars portatives modernes. Il va devoir combattre dans des zones urbaines étroites, un environnement pour lequel il n'a jamais été conçu. La situation a empiré très rapidement.